VDI. Bruxelles-Metula. Stéphane Juffa, bonjour. Oui, bonjour Jim et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Alors Stéphane, ça fait un petit temps qu'on ne s'est pas eu au téléphone, hein. C'était férié le 21 juillet la semaine dernière, mais c'est l'occasion de faire le point sur l'actualité israélienne qui est assez riche, hein, Stéphane, ces dernières semaines, ces derniers jours, avec la situation au mont du Temple ou esplanade des mosquées. On apprend ce matin que la police israélienne annonce, c'était déjà dans l'air, qu'elle interdirait aujourd'hui l'accès au mont du Temple, à l'esplanade des mosquées, pour la prière du vendredi aux hommes de moins de 50 ans, après les incidents qui se sont déroulés hier en Israël. Alors Stéphane, première question que j'ai envie de vous poser avant de rentrer dans l'analyse, c'est comment est la situation, comment est la tension en Israël? Est-ce que c'est palpable pour le moment chez vous? Ouais, elle n'est pas bonne la situation, Jim. Ce matin, on est encore en début de journée, il y a déjà 100 blessés sur l'esplanade du Temple. Il y a des jeunes, enfin ce qu'on appelle des jeunes, mais des Palestiniens jettent des pierres, des feux d'artifice. C'est la nouvelle arme de cette intifada. Et ils lancent des feux d'artifice sur les forces de l'ordre. Et on en est aux émeutes et il est uniquement 9 heures ici en Israël. On craint le pire pour cette journée de vendredi. Et tout ça dans le sillon est comme conséquence des tergiversations du gouvernement israélien plus qu'autre chose. Ces manifestants ont une faiblesse de la part du gouvernement israélien. Les Israéliens ne sont plus invincibles. Ils font des erreurs, ils hésitent et ils reculent. Et c'est ça qui fait que les Palestiniens ont à nouveau l'espoir, non pas l'espoir de faire enlever les portiques de sécurité, puisqu'ils ont déjà été enlevés, mais ça leur redonne l'espoir dans leur quête d'un état, d'une solution qui irait du Jourdain à la mer. Qu'est-ce qu'ils répètent sur l'esplanade des mosquées? Mais c'est beaucoup plus inquiétant. Dans certaines villes israéliennes comme Oum el-Fahem, on a entendu ces derniers jours les 3 terroristes, donc des Arabes israéliens qui ont tué 2 policiers sur le mont du Temple. Et on l'a presque oublié, mais c'est ce qui avait déclenché tous ces événements, et notamment la pose de ce portique, Jim. Stéphane, justement, l'analyse, ces portiques, on va en parler. Alors Stéphane, on a beaucoup entendu les Palestiniens et les pro-palestiniens parler de ces mesures de sécurité comme de ces renouvellements des tensions sur le mont du Temple. Mais Stéphane, ça a tout de même commencé avant avec cet attentat d'il y a déjà 2 semaines en Israël. Et ces portiques ont été enlevés maintenant il y a quelques jours en Israël. Les tensions sont toujours là. Est-ce que c'est la preuve que ces portiques, c'était une excuse ? Mais bien entendu que c'était une excuse, Jim. Les portiques ont été enlevés. Le Waqf a rouvert la mosquée d'Al-Aqsa à la prière. C'est très important. C'est-à-dire que on est en train de limiter, certes, l'accès des Palestiniens à Al-Aqsa à l'âge de 50 ans, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 50 ans. Mais la mosquée Al-Aqsa est ouverte. Il n'y a plus de portiques. Il n'y a même pas d'autres moyens de sécurité comme ces fameuses caméras que la police a proposé au gouvernement d'installer à la place des portiques. Alors, ce qu'il faut voir, c'est pas une surprise venant des Palestiniens. Les Palestiniens, eh bien, pour la plupart, soit avec un activisme politique, sur la base d'un activisme politique, veulent, je répète, dans leur majorité, que l'État d'Israël cesse d'exister. Et puis, quand on est au Hamas ou quand on est au sein des frères musulmans qui jouent un rôle très important dans le contrôle des lieux saints musulmans à Jérusalem, eh bien, quand on est islamiste, eh bien, on prône la solution par la violence, et toute faute de l'adversaire, et l'adversaire, Jim, c'est nous, ce sont les Israéliens, c'est le gouvernement Netanyahou. Toute faute de l'adversaire va être évidemment exploitée dans l'objectif final qui consiste à nous voir disparaître de la région. Stéphane, alors, justement, vous parliez d'erreur. Hein. Est-ce que le fait d'avoir installé ces portiques de sécurité, de les avoir désinstallés ensuite, c'est une grosse erreur de Benyamin Netanyahou, peut-être une de ses plus grosses erreurs de ces dernières années?
Bon, il y a encore quelque chose qui se passe avant ce que vous mentionnez, Jim. C'est que on a la mosquée d'Al-Aqsa. C'est le point religieux le plus important pour les musulmans, pour les Palestiniens dans la région. Plusieurs fois, les Palestiniens et le monde arabe a affirmé dans un parfait mensonge qu'Israël entendait détruire la mosquée d'Al-Aqsa pour reconstruire le temple de Salomon, alors qu'on n'avait absolument rien fait. Et il suffit qu'on bouge en échafaudage ou qu'on tourne en boulon dans demi-tour pour mettre déjà le feu à la mosquée d'Al-Aqsa. Alors, le grand reproche qu'on peut faire au niveau de l'analyse, c'est que justement, il n'y a pas eu d'analyse de conséquences avant d'installer ces portiques, alors que tout gouvernement normal et raisonnable qui va toucher à un lieu aussi central que la mosquée d'Al-Aqsa va analyser les conséquences qu'il va y avoir. C'était absolument prévisible que toute la région, Jérusalem, les territoires, mais également les régions des Arabes israéliens vont aller prendre feu. On aurait pu vous le dire. Tous les analystes israéliens auraient pu le dire. Alors pourquoi on a mis ces portiques? Parce qu'on s'est comporté en amateur. Et ici, on n'a pas de se comporter en amateur. Ni tergiversation, ni retrait. Aujourd'hui, Jim, pour les Arabes israéliens, pour les Palestiniens, eh bien, le fait d'avoir démantelé ces portiques sous la pression à la fois de la rue arabe et des États arabes avoisinants et de certains pays européens comme la France et du plus grand ami d'Israël à l'étranger, l'Amérique, qui ont tous pression sur Netanyahou pour enlever ces portiques parce qu'ils ne connaissent pas grand-chose à cette mentalité ni à cette finalité. Ils sont toujours dans l'idée que en discutant de bonne foi, ben on va arriver à trouver un consensus de paix avec les Palestiniens, alors que la plupart des Palestiniens, malheureusement, ne recherchent ni consensus, ni paix. Alors on a été non pas obligé ni forcé, mais on a fait pression sur le gouvernement Netanyahou pour qu'il enlève ces portiques, et le gouvernement Netanyahou a cédé, et pour les Palestiniens et pour beaucoup d'Arabes israéliens, c'est une reddition. C'est-à-dire que Israël n'occupe plus Jérusalem. Il est possible de faire reculer Israël, et la meilleure manière de faire reculer Israël, c'est en utilisant la force, en attaquant les forces de l'ordre, en les attaquant avec des pierres, avec des cocktails Molotov, avec des feux d'artifice. On est en pleine guerre ce matin. On est entré dans la 4e intifada, et ce qu'on peut dire cette fois-ci, et comme vous l'avez insinué dans votre question, Jim, c'est que cette fois-ci, le grand responsable de cette 4e intifada, c'est le gouvernement Netanyahou, pas forcément celui qui est à sa tête. Celui qui est à sa tête, il confirme, il donne son feu vert, son blanc-seing aux décisions qui ont été prises par d'autres ministres, par les gens qui sont en charge. En fait, c'est une mauvaise réaction à cet assassinat des 2 policiers israéliens. On ne réagit pas sur le mont du Temple comme on réagit ailleurs, dans un endroit qui n'a pas d'importance. Et effectivement, c'est la responsabilité de Binyamin Netanyahou. Et la dégénérescence de ce qui se passe, eh bien, lui est absolument imputable. Et puis, je ne sais pas si vous avez entendu, mais hier, les Israéliens ont été choqués par une déclaration, c'était vers 20h, du Premier ministre, qui a proposé d'inclure El-Fahem, qui est une grande ville israélienne, et le Wadi Hara, qui est un des axes les plus importants qui mènent du centre au nord d'Israël, dans l'autorité palestinienne, c'est-à-dire dans un futur État palestinien, simplement parce qu'ils trouvent et ils jugent que les Arabes israéliens qui habitent ces régions ne sont pas dignes de la nationalité israélienne, puisqu'ils ont fêté les terroristes au cri de Allahu Akbar, et qu'ils se réjouissent des troubles et des émeutes qui ravagent le pays et principalement Jérusalem.
Stéphane, Benjamin Netanyahou qui a du pain sur la planche en ce moment parce qu'il y a une autre crise en ce moment en Israël. Vous allez peut-être nous éclairer là-dessus parce que je pense que vous parlerez plutôt d'un non-événement. Mais c'est ce qui s'est passé à l'ambassade israélienne de Jordanie avec le garde de sécurité israélien qui a été entendu par la police israélienne hier, qui corrobore donc la première version comme quoi il aurait été attaqué au tournevis. Stéphane, est-ce que là on parle vraiment d'un réel incident, d'un nouvel incident diplomatique entre la Jordanie et Israël ou c'est un non-événement qui n'ira pas plus loin selon vous? Alors, les deux choses sont vraies, Jim. D'abord, c'est un non-événement ou un petit événement, pour être plus précis. Il y a des gens qui effectuaient un certain travail dans l'enceinte ou dans les annexes de l'ambassade israélienne à Amman, portés justement par les événements. Tous les Palestiniens aujourd'hui se sentent les défenseurs d'Al-Aqsa. Pour nous, il est absolument évident que l'installation de portiques de détection d'objets métalliques n'est pas une arme, c'est au contraire un moyen d'empêcher les armes d'entrer. Mais pour ces gens, eh bien, sous l'emprise de la propagande extraordinaire qui est faite contre Israël, toujours selon laquelle Israël veut détruire en finalité la mosquée d'Al-Aqsa pour reconstruire le temple, eh bien, chaque arabe de la région peut se sentir responsabilisé et sentir qu'il a reçu du ciel l'ordre d'attaquer des Israéliens. Et c'est ce qui s'est passé avec ces gens qui effectuaient des menuiseries dans une annexe de l'ambassade. L'un de ces ouvriers a pris un tournevis et effectivement il a poignardé avec le tournevis un des gardes israéliens qui se trouvait dans son appartement. Et le garde israélien blessé a riposté comme il a pu. Il s'est jeté littéralement sur son revolver. Il a fait feu d'abord sur l'agresseur et puis dans le trouble il a tiré un petit peu partout et il a tué un second jordanien d'origine palestinienne qui n'était probablement pour rien du tout dans cette affaire. Maintenant, le traitement par ce gouvernement était à l'instar du traitement du portique, pas à la hauteur, et c'est évidemment un euphémisme, c'est-à-dire que d'abord, la Convention de Vienne aurait exigé la relaxation par les autorités jordaniennes de l'employé d'ambassade. On aurait dû attendre, on aurait dû faire pression, on aurait dû exiger que les Jordaniens se plient au droit international. À la place de faire ça, bien c'est en fait pour faire plaisir aux Jordaniens qu'on a démantelé les portiques. On cherchait nous-mêmes une possibilité, une voie respectable pour justifier le démantèlement des portiques. On a utilisé l'attention diplomatique avec la Jordanie, bien mal nous en a pris. Et puis après, on a multiplié les erreurs, notamment le fait que Benjamin Netanyahou, toujours lui, a accueilli ce garde qui a tout de même tué un Jordanien probablement innocent, l'a accueilli comme un héros, et alors que la Jordanie avait participé à l'exfiltration de ce garde en Israël en faisant le moins de bruit possible. Eh bien, si vous permettez, ça a encore augmenté, ça a fait d'un non-incident un réel incident. On a un incident diplomatique avec la Jordanie qui est au niveau du gouvernement jordanien, notre meilleur allié dans la région. Et puis, tout le monde ici, à nouveau dans la région, parmi les alliés d'Israël, mais également parmi les politiques en Israël, eh bien, a l'impression assez diffuse que Benjamin Netanyahou est en train de perdre les pédales et que c'est très dangereux pour la sécurité d'Israël ces heures et ces jours, Jim. Stéphane, en guise de conclusion sur ces deux sujets qui font la une de l'actualité israélienne depuis maintenant plusieurs jours, qu'est-ce qu'on risque concrètement en termes d'enlisement du conflit? Est-ce qu'on risque de voir les choses aller encore plus loin ces prochains jours, ces prochaines semaines, ou vous voyez plutôt une accalmie? Non, de manière concise, je pense qu'on est entré dans la 4e intifada. La 3e intifada était une intifada intimiste, c'est-à-dire qu'on avait des fous solitaires, pas des loups solitaires,
qui s'attaquait à des vieilles dames dans la rue avec les armes qu'ils trouvaient sous la main, en poignard, en revolver, etc. C'était le mode opératoire de cette troisième intifada. Et cette nouvelle intifada est une intifada de masse, c'est-à-dire manifestation après manifestation. Il faut que les auditeurs comprennent. On a démantelé les portiques, on a démantelé les mesures de sécurité. La WACF, qui est donc l'organisme jordanien qui dirige les lieux saints musulmans sur le mont du Temple, et bien la WACF a annoncé que l'incident était terminé, que la mosquée Al-Aqsa était ouverte. Donc apparemment il n'y avait pas de raison que les heurts, que la confrontation continue. Eh bien non seulement elle s'est pas calmée, mais elle se poursuit de plus belle. Elle a augmenté en intensité. Et malheureusement, c'est la réponse que je peux donner à votre question, c'est-à-dire on entre dans la 4e intifada, on va avoir des troubles partout et tout le temps. Alors ça remet pas bien entendu en cause la suprématie militaire israélienne, la capacité de la police et des gardes frontières israéliens à gérer la situation. Mais d'abord, il y aura des blessés et des morts de notre côté. Et puis, on va vers plusieurs mois, je dirais en tout cas en été, très violent, en été d'une nouvelle intifada, ce qui est au détriment dans tous les domaines sécuritaires, diplomatiques, économiques, touristiques pour Israël. C'est une véritable catastrophe. Et ce qui nous fait enrager ce matin, nous et les autres analystes, c'est que cette fois, c'est absolument de notre faute, et pour être plus précis, de la faute de notre gouvernement, qui a fait une erreur infantile dans sa gestion des portiques et sa gestion d'après-crise. Il y a un moment donné, quand on prend une décision au Moyen-Orient, il faut montrer qu'on est fort. Le faible n'a pas de place au Moyen-Orient. Celui qui recule, celui qui a peur de gérer, d'assumer les conséquences de ses actes, eh bien, il entraîne un accroissement de la force et de la puissance et des envies de ses adversaires. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir ce matin. Cette journée va se terminer par plusieurs centaines de morts. On peut en reparler ce soir si on fait une émission spéciale sur le sujet. Plusieurs centaines de blessés, et également, à mon avis, certains morts, parce que j'ai vu des images déjà ce matin, et on prend une violence extraordinaire qui découle à nouveau du fait que les Palestiniens ont saisi qu'il y avait une brèche au niveau décisionnel du gouvernement israélien, et ils s'y engouffrent, et ils vont l'exploiter, je vous le promets, jusqu'à la ligne. Oui, on rappelle que tant le Fatah que le Hamas ont appelé aujourd'hui les Palestiniens à une journée de manifestation, à une journée de colère, et c'est généralement des appels qui sont suivis par la population sur place. Stéphane, 8 heures passées de 19 minutes, notre entretien touche déjà doucement à sa fin, mais on voulait tout de même se quitter avec une note positive, ou du moins plus légère, parce que la note elle est positive et négative quand on parle de sport israélien, parce qu'on jouait hier les matchs qualificatifs pour l'Europa League, la petite sœur de la Champions League, avec Stéphane, 2 clubs israéliens en lice, et une fois n'est pas coutume, 2 clubs de Tel Aviv en lice, un gagnant, un perdant, Stéphane. On va commencer quand même par la vraie bonne nouvelle, c'est le match avant-hier de Beersheva contre Ludogorets en Ligue des Champions, avec une très belle victoire d'Hapoel Beersheva sur le champion de Bulgarie, qui est un très gros client au niveau de la Coupe de la Ligue des Champions, qui ces 3 dernières années qualifié 2 fois pour la phase des... Pas n'importe quoi, c'était un match magnifique. À nouveau, Beersheva un peu faibli sur la fin, ils ont des problèmes de conditions physiques, mais on peut pas oublier ce match. Et puis effectivement, hier, 2 matchs de la Europa League. Alors il y a un match qu'on a perdu, mais qu'on a bien joué, c'est Bnei Yehuda, l'équipe de quartier, l'équipe sans moyens. Personne ne connaît, il n'y a pas de vedette, il n'y a pas de budget. Chaque joueur de l'adversaire de Bnei Yehuda hier, c'est-à-dire le Zénith de Saint-Pétersbourg, reçoit, ou a une valeur plutôt, qui est égale au budget entier annuel de Bnei Yehuda. Donc c'est dire si les forces en présence étaient inégales. Zénith Saint-Pétersbourg, qui est une des grandes équipes d'Europe,
a remporté le match par 2-0. C'est un peu dur pour Bnei Yossi, qui s'est vraiment bien défendu, vraiment bien organisé, mais qui n'avait pas les moyens nécessaires pour faire autrement. Ce sera difficile à Saint-Pétersbourg la semaine prochaine au match retour. Une qualification n'est pas envisageable, mais là, l'honneur est sauvé. Ce qu'on peut pas dire pour le Maccabi Tel Aviv, une grande équipe israélienne, la plus prestigieuse au niveau historique peut-être, qui rencontrait Panionios, également une équipe de quartier d'Athènes, qui a certes gagné 1-0 grâce à un but de l'Islandais Carstensen, mais qui n'a strictement rien montré. Je crois qu'il n'y a pratiquement pas eu d'action de goal contre les Grecs. Maccabi a juste eu beaucoup de chance de tomber sur un adversaire aussi faible qu'elle. Il ne sera pas forcément aussi faible la semaine prochaine au match retour. Pour préciser, ce qui a peut-être rendu Panionios très faible, c'est que cette équipe grecque dispose de ses deux meilleurs joueurs qui sont de nationalité iranienne et auxquels le gouvernement iranien a strictement interdit de venir en Israël, bien sûr, et de rencontrer une équipe israélienne. Si les Iraniens avaient joué, ça aurait peut-être mené à un résultat différent. Cette fois, la politique a servi les intérêts de Maccabi Tel Aviv, mais Maccabi Tel Aviv, avec le agent qui est là et la manière de jouer qui est absolument catastrophique de ce début de saison, eh bien, n'ira pas beaucoup plus loin. C'est une prophétie qui est facilement vérifiable dans la Ligue Europa. C'était un déshonneur, c'était une honte le spectacle que Maccabi Tel Aviv a proposé hier. Voilà, et si nos éditeurs ont envie de suivre l'épopée européenne footballistique de ces deux clubs de la capitale et de l'Hapoel Be'er-Sheva également, eh bien, ce sera déjà la semaine prochaine avec les matchs retour. Stéphane, il reste encore un sujet dans l'actualité qu'on n'a pas passé en revue avec vous. Hayom yom huledet, hayom yom huledet, hayom yom huledet le. Stéphane. Voilà Stéphane, c'est votre anniversaire aujourd'hui, on voulait tout de même le souligner dans Bruxelles, mais tu l'avoues qui est avec nous tous les vendredis matins sur Radio Judaïka. Stéphane, ça vous fait quel âge? Ouais, alors justement, d'habitude, j'accorde pas beaucoup d'importance aux anniversaires. Cette fois, c'est quand même mon anniversaire des 60 ans. C'est gentil d'avoir fêté de la sorte et surtout de l'avoir remarqué. Oui, bah, ça fait un cap. Et puis c'est tout, on ira faire un petit dîner au restaurant ce soir avec des amis intimes, beaucoup de Belges parmi ceux-ci, et puis c'est tout. Et puis j'assure les auditeurs qui sont pas encore arrivés à l'âge de 60 ans, c'est que le jour de l'anniversaire, on sent rien de spécial. Il y a pas un changement de cap qu'on ressent dans son être ou dans son cerveau. Donc pour le moment, ça va plutôt bien. Pas non plus une grande raison de se réjouir, hein, de se réjouir non plus. Parce que 60 ans, c'est tout de même 60 ans. Stéphane, je vous propose qu'on fasse le point en fin de journée également pour votre anniversaire. Parce qu'il est toujours que 8h24, vous allez peut-être avoir le contre-cours en fin d'après-midi. Ouais, c'est une bonne idée, mais j'aimerais terminer sur une chose. Contrairement à la plupart des Juifs, j'ai pas envie de vivre jusqu'à 120 ans, j'ai envie de vivre jusqu'à 119 ans, Jim. Ça, les gens pourront dire de moi que je suis parti trop tôt. D'accord, mais Stéphane, on vous le souhaite jusqu'à 119 ans et on vous retrouve déjà la semaine prochaine, Stéphane. Hein, avec grand plaisir.